Bienvenue à tout le monde. Donc, voilà. Donc, ça va se dérouler en deux parties. Comme vous l'avez indiqué dans le mail, première partie jusqu'à 15 heures environ. Régis Lemaire et moi-même, on va vous expliquer un petit peu comment fonctionne la commission des recours, selon quelle logique, en se basant sur quels principes et avec quels points d'attention particuliers, ce qui pourrait éventuellement donc vous aider pour la suite de vos opérations de fin d'année scolaire, si j'ose dire. Dans un deuxième temps, vous serez répartis en ateliers. Dans chaque atelier, qui sera animé par la directrice ou directeur diocésain correspondant, il y aura un membre aussi du conseil des recours. Et là, vous pourrez poser peut-être des questions plus particulières ou des questions voilà, plus générales, mais dans un cadre un peu plus restreint. Et pour cela, je vous demanderai déjà, dès à présent, de modifier votre vignette en ajoutant derrière votre nom à quel diocèse vous appartenez. Et si Claude, qui est très fort dans ce petit jeu, pouvait la dernière fois préparer déjà les ateliers durant le temps qui vient, ce serait merveilleux. Voilà. Ah, Oui, tu vois Claude. je vais regarder ça. Mais tu as 1 heure pour ça, hein. C'est bon. Oui, c'est gentil, merci. Tu ne dois pas être hôte, Claude, pour faire ça. Mais Philippe peut me désigner comme co-hôte normalement. Ok. D'accord, ben je vais te désigner comme co-hôte si je retrouve. Tu as T ou AC, toi? Ah, moi, c'est Claude Tilquin, donc à mon avis, c'est dans l'essai. Et tu es là avec ton nom? Oui. Je te vois pas. Ben, alors, c'est que je ne suis pas là. Ben si, tu es là puisque je t'entends. Ah, voilà, je te vois. Voilà. Nommé co-hôte. Voilà, c'est fait. Voilà. OK. Alors, je vais peut-être faire la même chose avec Régis, alors, parce que sinon, après, on va avoir des problèmes. Alors, Régis. Moi, j'ai juste besoin du partage d'écran, mais je pense que je l'ai, j'ai essayé, ça fonctionne, mais tu peux le Ah, mettre. OK, ça va, d'accord. Bon, bah alors, voilà. Donc, on va commencer. Je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que vous voyez? Oui, Bon, alors, étape suivante, ça c'est pas... Est-ce que vous voyez maintenant en écran complet? c'est parfait, Philippe. OK, voilà. Ah bah écoutez, c'est formidable, on y arrive. Voilà, donc on va commencer. Première chose, pour le déroulé de la séance, donc, comme je vous le disais, si vous pouviez renommer dès à présent votre vignette, pour ça il faut cliquer, je crois que c'est en haut à droite de votre vignette, vous avez renommé. Alors, surtout, laissez bien votre nom et votre prénom, c'est quand même plus sympathique, mais vous rajoutez derrière un des mots suivants selon le diocèse d'où vous venez. Et ainsi, ça permettra à Claude, durant l'heure qui vient, de faire le tour de tout le monde et de vous affecter l'un après l'autre, l'une après l'autre, dans l'atelier auquel vous participerez à partir de 15 heures. Et donc, dans un premier temps, ce qu'on vous conseille, c'est, si vous avez des questions, évidemment, les noter bien précieusement. Soit, si c'est possible, vous aurez la réponse pendant l'exposé de la première partie, soit vous poserez vos questions lors de l'atelier. Voilà. En guise d'introduction, donc, première chose, un petit rappel qui n'est pas toujours évident à percevoir de la part de vos enseignants et dont vous avez peut-être déjà entendu la remarque, à savoir que certains perçoivent ce droit de recours comme une espèce de signal de méfiance de la part du système à leur égard. Et donc, la première chose qu'on rappelle toujours dans ces cas-là, c'est que le recours, c'est un droit. C'est un droit constant et inaliénable. Et ce n'est pas orienté vers l'enseignement. Ce droit, il existe partout. Et il existe dans toute l'administration et il existe pour tout organisme qui a des décisions à prendre et qui prend des décisions concernant l'avenir de quelqu'un, que cet avenir soit professionnel ou privé.
c'est le cas pour l'administration et c'est donc le cas pour l'enseignement. Il faut bien retenir que lorsque l'équipe pédagogique s'érige en conseil de classe, la législation lui donne, provisoirement peut-être, mais lui donne quand même une part de la puissance publique. Elle est dépositaire d'une part de la puissance publique et au même titre que quand on vous donne une amende ou bien quand l'administration prend une décision vous concernant et que vous n'êtes pas d'accord avec elle, vous estimez normal de pouvoir introduire un recours, ben voilà, c'est la même chose ici. Donc, je crois que c'est peut-être quelque chose à rappeler quelquefois à certains enseignants qui prennent ça pour de la suspicion. Il n'y a pas de suspicion dans ce cas-ci, hein, c'est absolument clair. Alors, la commission de recours ou le conseil de recours, c'est un partenaire. Donc, c'est vraiment comme ça que l'on essaye de fonctionner. Donc, on ne veut pas juger le travail. Simplement, on est un partenaire et on a un objectif commun qui est la réussite du jeune. C'est l'objectif du conseil de classe, c'est l'objectif de chaque enseignant, c'est l'objectif du conseil de recours. Alors nous, on a un avantage et un désavantage et ils sont liés. L'avantage, c'est qu'on peut prendre du recul. On sait très bien que les délibérations en fin d'année scolaire sont difficiles parce que les gens sont fatigués, parce que l'année se termine, parce que vous savez ça mieux que nous. Et donc, quelquefois, on doit prendre des décisions dans l'urgence, si pas dans l'énervement. Nous avons un énorme avantage, c'est que nous faisons ça, peut-être pas à tête tout à fait reposée, parce qu'on a quand même pas mal de dossiers, mais on le fait avec un certain recul. Et ça peut être un avantage. Et puis, on porte un regard. Mais évidemment, c'est un autre regard, ou plutôt c'est un regard avec d'autres lunettes, c'est clair, sur les décisions qui sont contestées, et on essaye de rester le plus humble possible dans cet exercice. Et puis, des avantages, qui est en lien avec l'avantage, c'est que si on a du recul, nous, on en a beaucoup. À savoir qu'effectivement, nous, on ne connaît pas l'élève. Vous le connaissez. Nous, on ne le connaît pas. On juge sur document. Ce qui ne nous empêche pas, en cas de doute, et vous vous en êtes déjà rendu compte, ou bien vous vous en rendrez compte plus tard, que l'on prend régulièrement des contacts téléphoniques avec les directions pour avoir des renseignements supplémentaires. Les rencontrer, par contre, ça c'est très rare, pour une simple question d'ailleurs d'organisation pratique, puisque nous on travaille à Bruxelles et qu'on a énormément de dossiers à traiter en même temps et que vous, au même moment, vous avez plein d'autres choses à faire. Donc on préfère communiquer par téléphone. La composition du conseil de recours, pour le moment, nous ne sommes pas encore au complet. En fait, il faut 15 membres. Et il faut savoir qu'un membre de l'inspection participe normalement au titre d'observateur à toutes les réunions. Si vous comptez, vous verrez que pour le moment, nous sommes 13, donc nous sommes toujours à la recherche de bonne volonté, nous embauchons. Donc il faut savoir que d'après le décret, le conseil de recours est composé de directeurs adjoints ou anciens directeurs adjoints, donc soit en DPPR, soit à la retraite. Et la plupart du temps, il s'agit évidemment de personnes qui sont à la retraite, sauf 2 ou 3 anciens directeurs, mais qui travaillent au CEGEC. Donc c'est mon cas, c'est aussi le cas de Régis, et c'est le cas de Christine qui nous rejoint. Tiens, elle n'est pas là, elle n'est pas dans la liste. Il me semblait que j'avais une liste. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver au Conseil des recours, Christine Pirotte, qui va me remplacer en tant que membre CEGEC du Conseil des recours. Donc voilà, on est 15. Et Fabrice aussi. Hein. Et Fabrice, j'avais oublié Fabrice, merci. Les compétences. Donc, nous rappelons que nous ne sommes pas compétents pour les ajournements ni pour le refus du Sécu. Nous ne sommes compétents que, et c'est déjà beaucoup, pour toutes les décisions d'AOB et d'AOC. Quels sont les critères? Le premier critère, c'est le respect de la réglementation. Exemple, nous vérifions que l'évaluation formative joue bien son rôle d'évaluation formative. C'est-à-dire que si elle entre dans le calcul final de la décision, ce soit uniquement au bénéfice de l'élève et pas à son détriment, comme d'ailleurs c'est indiqué dans la définition qui est donnée de l'évaluation formative dans le code.
nous vérifions si les résultats des évaluations externes, surtout CE1D, sont bien respectés, à savoir, est-ce qu'on n'a pas mis un élève en échec alors qu'en fait, vu son évaluation externe, il était en réussite parce que on a additionné les notes des résultats d'une évaluation interne avec les résultats de l'évaluation externe de fin de deuxième. Qu'on a fait la moyenne des deux et qu'on estime que l'élève est en échec. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne puisque les évaluations externes ont priorité. On vérifie aussi le respect de la grille horaire, par exemple, et ça c'est un point qui pose quand même encore beaucoup de problèmes. Les sciences 6 doivent être globalisées dans la transition, ce qui n'est pas le cas dans plusieurs écoles. Nous avons encore trop souvent des sciences qui ne sont pas, des résultats qui ne sont pas globalisés. Or, dans les programmes du réseau qui font autorité dans ce cas-ci, eh bien, les sciences doivent être globalisées. Plus rarement, mais ça arrive encore, des conseils de classe justifient un échec en tenant compte des heures d'activité au choix, ce qui n'est pas possible. Les activités au choix n'ont pas de valeur certificative. Ou bien encore, certains conseils de classe font intervenir le TFE dans la certification. Cela peut se faire, mais dans des conditions bien précises. À savoir qu'il faut avoir bien précisé au préalable pour quelle discipline et pour quelle proportion de cette discipline le TFE va intervenir dans le calcul. Donc, il est tout à fait possible de faire une cote globale TFE dans le bulletin, mais le TFE n'existe pas d'un point de vue légal. Donc, si, par exemple, vous voulez que le TFE intervienne pour 20% des points totaux de français en fin d'année de l'élève, il faut l'avoir spécifié au préalable, quelque part. Dans le RGE, certainement. Dans le document d'intention pédagogique en français, à mon avis aussi. Mais bref, il faut que les choses soient claires et qu'elles soient connues au préalable des parents, des élèves et de nous, fatalement. Tout ça, évidemment, bien sûr, si vous avez un TFE et si vous utilisez en partie ce TFE pour justifier un échec. Le respect des aménagements raisonnables, s'il y en a, ça c'est plus récent, mais donc on nous confie la mission de vérifier si les aménagements raisonnables ont été respectés. Alors pour la petite histoire, il faut savoir que très souvent, les parents disent que les aménagements raisonnables n'ont pas été respectés. Alors nous, c'est notre travail, donc on le fait, on vérifie à chaque fois, et il faut quand même bien dire que la plupart du temps, les aménagements raisonnables, soit n'ont pas été demandés, soit ont été demandés très tardivement, soit ont été respectés. Mais voilà, c'est notre travail, donc nous le faisons. Donc si vous pouviez, dans le cas d'aménagement raisonnable, indiquer dans le dossier que vous nous envoyez concernant l'élève en question, que les aménagements raisonnables ont été suivis, etc., et respectés, ben, ça nous fait gagner du temps. Quelquefois aussi, il y a des problèmes dans la formulation des AOB, on y reviendra. Puis, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie éventuellement le respect des programmes. C'est marqué dans le décret, et donc quand un parent dit que voilà, il estime que les questions étaient hors programme, ou bien voilà, qu'il y a eu des activités de dépassement, ou que le programme n'a pas été respecté, ben dans ce cas-là, évidemment, on fait une petite vérification. Et alors, on l'a fait principalement via l'analyse d'une épreuve. Et puis, effectivement, on peut aussi s'intéresser à la manière dont l'épreuve, non pas a été rédigée, mais dont l'épreuve a été cotée, ou les deux. Quand c'est le cas, nous demandons évidemment l'épreuve à la direction et nous confions le travail au responsable de secteur de la discipline concernée, qui nous fait un petit rapport, écrit toujours, sur le respect ou non du programme, et éventuellement sur la cotation qu'il estime ou pas trop sévère. Alors, que les choses soient bien claires, d'abord c'est assez rare, mais selon les... J'ai un écho là. Selon les années, quelquefois il y en a plus que d'autres, que les choses soient bien claires, à partir du moment où on vous demande
de nous communiquer une épreuve et que cette épreuve est analysée par un responsable de secteur, il y a une analyse écrite, cette analyse vous sera toujours envoyée un peu plus tard. Toujours. Que le résultat de cette analyse soit positif ou négatif, il vous sera envoyé. On trouve ça quand même tout à fait normal que vous soyez au courant de la suite du processus. Libre à vous ensuite de faire avec cette analyse ce que vous estimez le mieux à faire vis-à-vis du professeur concerné. Et quand nous avons vérifié une épreuve, nous l'indiquons aussi dans l'exposé, dans notre motivation de décision. Donc vous recevez, ainsi que les parents, une décision du conseil de recours. Si une épreuve a été vérifiée, nous le mettons. Et donc, quelque temps plus tard, vous recevez par mail l'analyse qui nous a été donnée par le responsable de secteur concernant cette épreuve. Alors, qu'est-ce qu'on examine? D'abord, on veille à la cohérence entre les résultats et les commentaires notés au bulletin et les décisions du conseil de classe. Ça ne veut pas dire que on va estimer que les résultats et les commentaires doivent toujours être parfaitement concordants. Non, quand même. On sait bien qu'il y a quelquefois des évolutions pas très positives et qu'il y a quelquefois même des surprises et des mauvaises surprises. Évidemment, ce qui serait ennuyeux, mais ce serait évidemment pas le seul argument qui nous ferait changer d'avis, plutôt changer la décision, ce qui serait ennuyeux, c'est qu'évidemment, ce soit une surprise totale et que tous les commentaires depuis le début de l'année soient bons, sinon très bons, pour en arriver à un résultat final ou à chaque fois à des épreuves certificatives qui sont mauvaises. Bon, c'est très rare. Hein. Et je vous dis, ce ne sera certainement pas le seul critère et le critère déterminant, mais nous faisons quand même attention beaucoup aux commentaires des professeurs dans les bulletins. On trouve ça très précieux et on va les consulter quand il y en a, évidemment. On veille quand même au respect du principe d'évolution de l'élève, à savoir qu'on voit toujours l'année comme une évolution, hein, positive ou négative, certes, mais une évolution. Alors, on n'est pas tenu de respecter le règlement général des études de l'école si celui-ci ne respecte pas le cadre légal. Par exemple, il nous est arrivé rarement, il est vrai, de constater que dans un RGE, on estimait qu'un élève était en échec quand il n'avait pas 60%. Il est clair que ça, c'est une règle qui n'existe pas, elle n'existe même plus à l'université, donc on ne voit pas pourquoi est-ce qu'elle existe chez nous. Ou bien, par exemple, s'il y a un manque de cohérence ou si la règle n'est pas claire. On veille évidemment à faire la distinction entre les résultats scolaires et les aspects disciplinaires. Mais ça, c'est quelque chose que vous faites évidemment aussi. En fin de cinquième, on vérifie notamment la possibilité de changement, j'y reviendrai, mais pour les cours de maths, parce qu'il y a maths 6, maths 4, maths 2, et souvent on a des questions là-dessus, ou bien il y a des volontés de changer, etc. Ou bien alors passer, par exemple, de 5 TQ en 6P dans le respect des correspondances. C'est-à-dire que pour un certain nombre d'élèves dans un certain nombre d'options, on peut changer entre 5e et 6e, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Et par exemple, il y a des élèves de 5 TQ qui peuvent aller avec une AOB en 6P, mais dans des cas bien précis, qu'on appelle les correspondances. Alors, pour les deux premiers exemples que j'ai donnés, souvent, on a affaire à des élèves qui ont des problèmes en mathématiques, qui sont soit en mathématiques 6 heures ou en mathématiques 4 heures. Là, je suis en fin de cinquième. Et qui aimeraient bien, ils nous disent, aller vers mathématiques 2 heures, ou le contraire d'ailleurs, mais ça, c'est plus rare. En fait, ça, c'est un changement d'orientation. Et donc, un élève qui est à maths 6, maths 4, pour aller en maths 2, eh bien, il devra échanger ses maths 4 contre une autre option de base simple. C'est possible, hein, c'est possible. Mais c'est évidemment très difficile parce que commencer une nouvelle option de base simple en 6e, en début de 6e, on commence déjà avec pas mal de retard. Donc, pour dire les choses autrement, passer de maths 6 ou maths 4 à maths 2 en fin de 5e, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile et donc très rare. Par contre,
Le passage de maths 6 à maths 4, entre la 5e et la 6e, eh bien, l'administration considère que ce n'est pas un changement d'orientation d'études, et donc il ne faut pas de dérogation. La seule règle, c'est qu'un élève doit avoir au moins 28 périodes de cours par semaine. Et donc, si vous enlevez maths 6 ou maths 4, et que vous mettez à la place maths 2, et que vous n'arrivez pas à ces 28 heures minimum, alors il faut compenser par une AC. Il faut savoir aussi que le changement, ce n'est pas nous qui pouvons le décider, ce changement de maths 6 ou maths 4 à maths 4. C'est d'ailleurs même pas le conseil de classe. Ce changement doit être une demande émanant de l'élève et de ses parents. Mais de plus en plus souvent, nous constatons que des élèves ou des conseils de classe, ou surtout des élèves, sont au courant de cette possibilité et l'évoquent dans la demande qu'ils nous font, en disant, voilà, j'ai beaucoup de problèmes en maths 6, mais l'année prochaine, si vous m'autorisez à aller en 6e, je prendrai maths 4. Il est clair, évidemment, que d'un certain côté, on doit bien faire confiance, puisque c'est l'élève qui doit demander, ou ses parents qui doivent demander à la direction cette possibilité, et la direction doit l'accorder, mais il est clair que ça va entrer dans le panel de notre réflexion. Concernant l'évolution de l'élève, j'en parlais tout à l'heure, et bien voilà, par exemple, les mauvais résultats de juin sont explicables par un événement majeur, alors que le reste de l'année est bon. Tout ce que je vais vous dire ici, ce sont des éléments de bon sens qui, la plupart du temps, sont pris en compte dans un conseil de classe d'une école. Hein. On fait pas mieux, on ne fait pas autrement. Mais comme ça, les choses sont peut-être plus claires. Les résultats sont médiocres toute l'année, mais satisfaisants en juin. Alors ça, c'est évidemment plus ennuyeux peut-être pour certaines équipes, mais c'est vrai qu'il y a des élèves qui sont assez malins pour effectivement ne pas beaucoup travailler pendant l'année, mais s'en sortir en juin. Ils ont joué avec le système et dans ce cas-là, ils ont réussi. L'élève est dans la première année du degré. Nous fonctionnons quand même beaucoup, pas toujours, hein, ça dépend des cas, mais nous fonctionnons quand même dans une logique de degré. C'est quelque chose avec lequel nous fonctionnons beaucoup. Si l'élève double l'année concernée, donc s'il risque de tripler, on est quand même peut-être un petit peu plus enclin à avoir envisagé une AOB. Ça, c'est clair. L'élève qui a fait 3 ans dans le premier degré et qui échoue en 3e, on va réfléchir. Je n'ai pas dit qu'on allait changer automatiquement la décision, mais on va réfléchir. Et d'un point de vue plus général, quand l'élève a déjà du retard dans son cursus. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous demande chaque fois systématiquement son âge et son cursus depuis qu'il est entré en humanité. Maintenant, pour modifier une décision de conseil de classe, d'abord, on doit avoir des éléments. Et ces éléments, ce sont ceux qui vont figurer dans la décision dont vous allez recevoir une copie. Donc, on doit motiver. De la même manière que vous devez motiver votre décision, ben nous devons aussi motiver la nôtre. Et pour pouvoir motiver, il faut argumenter. Et pour argumenter, il faut avoir des éléments concrets. On prend de la distance, ça c'est clair, par rapport à chaque branche individuellement, et on regarde l'ensemble des résultats, surtout dans les années terminales. C'est-à-dire que, comme je vous le disais tantôt, on essaye vraiment de prendre du recul. De nouveau, je répète, ça ne signifie pas que vous ne le faites pas, mais nous le faisons de toute façon. Et nous insistons assez fort là-dessus. Il y a quelqu'un dont le micro n'est pas coupé. Tu peux les couper tous, Philippe. Mais moi, je suis dans mon... Alors, je dois départager l'écran. Non, bon, tant pis, Claude. je y texte. Je regarde Philippe, mais je risque peut-être de couper le tien, vérifie. Hein. Voilà, Philippe, mais il faut que tu réactives le tien. OK, c'est Voilà. fait. Merci. Donc, on évite d'envoyer un élève du GT en P, hein, particulièrement à l'issue du premier degré, sauf évidemment si l'élève a un projet. Alors, je crois que c'est tout. Ah ben,
Pour la délivrance du CESS, là, la question. Donc, je vous renvoie pour une délibérée réussie, qui vient d'ailleurs dont la dernière édition vient de sortir. Donc, il est clair que pour nous, le CESS, il y a deux questions. Il y a une question rétrospective, mais il y a aussi une question prospective. La question rétrospective, c'est l'élève a-t-il réussi son année? Et peut-être plus largement que cela, c'est en fait la fin d'une année, mais c'est aussi la fin d'un parcours. Et d'un parcours qui, si on va jusqu'au bout du raisonnement et de la logique, a duré 12 ans. Et puis, question prospective, et ça c'est le décret qui le dit, l'élève est-il capable de poursuivre dans au moins une des formes de l'enseignement supérieur? Au moins une. Et il y en a beaucoup. Et donc là, on part du principe quand même qu'on va vérifier de manière la plus approfondie possible si cet élève c'est vraiment justifier le fait qu'il n'ait pas son CSS. Et force est de constater que l'année dernière, le nombre d'AOC que nous avons réformé en attribution du CSS a doublé. Maintenant, quand je vous dis doublé, ça veut dire qu'on est passé de 30 à 60. Il ne faut pas vous imaginer non plus une masse. Mais c'est peut-être symptomatique. Et donc, on est vraiment très attentif à cette problématique du CESS. Je parle évidemment du CESS dans la transition. Le CESS dans la qualification, avec l'arrivée du PEC, la question ne se posera plus, puisque là, il y aura de toute façon l'ex-C3D, donc le dispositif de fin de parcours complémentaire, qui sera automatiquement mis en place et qui peut durer quelques semaines ou quelques mois pour obtenir éventuellement ce CESS. Donc là, je crois que le débat sera autre. Et je parle évidemment du CESS ici, de la transition. Comment est traité un dossier? Alors d'abord, on vérifie s'il est recevable. Il n'est pas recevable s'il n'y a pas eu de recours interne, ou bien si le recours interne a été introduit hors délai, ou bien si le recours externe a été introduit hors délai, ou bien si le recours externe n'a pas été introduit par envoi recommandé, ou s'il n'a pas été introduit par la personne compétente. Classiquement, il a été introduit par l'élève alors qu'il est mineur, ou par les parents alors qu'il est majeur. Ensuite, on vérifie s'il est fondé. C'est encore autre chose. Si un élève est ajourné, et bon voilà, s'il demande des examens de passage ou s'il demande un sécu, ce n'est pas fondé. Donc, dans tous ces cas, nous arrêtons là l'analyse. Cependant, nous sommes obligés de faire une fiche pour chacun de ces élèves et chacun de ces cas. Donc, même si vous êtes sûr qu'il n'y a pas eu de recours interne, même si vous êtes sûr que l'élève se trompe parce qu'il demande des examens de passage, nous vous demandons d'envoyer quand même au minimum la fiche école remplie de l'élève en question, parce que nous devons faire une fiche pour cet élève. Et donc, nous avons besoin de certains des renseignements qui se trouvent sur cette fiche école. Je sais que c'est un peu frustrant puisqu'on a l'air de travailler un peu pour rien, mais voilà, ça c'est tout le principe de l'administration et de la tenue des dossiers. Faites attention quand même pour le recours interne hors délai, on y reviendra, mais la législation prévoit que les parents doivent disposer d'au moins 2 jours pour pouvoir introduire un recours interne. Nous observons quand même chaque année que cette disposition n'est pas toujours respectée et chaque année, nous examinons quand même des recours externes parce que nous estimons que le délai qui a été accordé par l'école pour le recours interne n'était pas suffisant. Comment ça fonctionne pratiquement? Chaque recours est préparé par un membre du conseil des recours. Donc, il prépare sur une feuille de synthèse et puis il distribue ça à tous les membres qui siègent ce jour-là. Et c'est lui qui va présenter le dossier au conseil, donc la personne qui a étudié le dossier. Et c'est cette personne qui va prendre éventuellement contact avec la direction, par exemple pour des renseignements complémentaires ou par exemple pour demander une copie d'examen. C'est pour ça que nous insistons très fort sur le fait que vous donniez un numéro de GSM, et c'est d'ailleurs demandé et prévu sur la fiche école, parce qu'il nous est quasi impossible de vous contacter via l'école, étant donné que soit l'école est encore fermée quand nous travaillons,
soit elle ne répond pas parce qu'il y a des tas d'autres choses à faire dans l'école à ce moment-là. Ce qui retarde d'autant, évidemment, le processus de traitement du dossier. On présente le dossier, donc la personne présente le dossier, il y a des échanges. Ces échanges peuvent être très courts comme très longs, hein. Évidemment, si l'élève fait un recours alors qu'il a 32 heures d'échec, ça c'est vu, ou 24 heures d'échec, il faut être sûr que ça va aller assez vite. Mais il y a des cas où ça va beaucoup plus lentement et il n'est pas rare que l'on passe 20 minutes, une demi-heure sur un cas. Alors, il faut qu'il y ait consensus. S'il n'y a pas, on vote, mais il faut au moins 2/3 des présents pour modifier une décision de conseil de classe. C'est pour ça que nous siégeons toujours à un minimum 6 personnes. Et évidemment, il faut rédiger ensuite la motivation de la décision que l'on réforme ou que l'on ne réforme pas d'ailleurs, la décision initiale du conseil de classe. Nous encodons immédiatement la décision. Ce n'était pas le cas avant, mais maintenant avec l'informatisation, on y arrive, même si c'est encore un peu difficile. On y reviendra sur l'informatisation. On relit quand même pour vérification, parce que quand vous avez 700, 800, 900 dossiers ou 1000 dossiers, ben, il faut quand même tout vérifier. Et puis, là, après, ça ne dépend plus de nous. Il y a un AGCF qui prévoit que l'administration communique le jour même la décision aux personnes concernées. Alors, le jour même, ça n'arrive jamais. Avant, c'était très tard. Maintenant, ça commence à être plus tôt grâce à cette informatisation. Il est clair que pour nous, plus tôt la décision est communiquée, mieux c'est. Mais sachez que ça ne dépend plus de nous. À partir du moment où nous avons encodé et vérifié, ça part à l'administration et c'est elle qui envoie les décisions aux parents et à l'école. Et nous n'avons aucun contrôle sur le moment où elle l'envoie et le délai avec lequel elle l'envoie. Et après, c'est à Régis. Donc, je vais arrêter le partage. Voilà, merci. Je vais reprendre la main, moi, justement, pour avoir plus facile. Voilà. Oui, Régis, tu me permets 30 secondes. Oui, je t'en prie. Il y a encore quelques personnes qui ne se sont pas renommées. Donc, dans le coin supérieur droit de votre vignette, vous avez 3 points avec la possibilité de cliquer sur l'option renommer. Je voudrais voir apparaître le diocèse dans votre identification, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Bonjour à tous avant. Donc, je vais poursuivre la présentation. Ici, notamment en parlant de quelques points d'attention et quelques constats. Il y a peut-être des éléments que Philippe a déjà expliqués, mais je vais me permettre peut-être de les répéter. Notamment au niveau des compétences. On voit trop souvent apparaître des bulletins sans ces compétences, justement, ou sans ces rapports de compétences, avec uniquement des résultats avec des cotes. Donc, je donne un exemple. On va voir, par exemple, un échec en langue moderne à 40%, sans le détail des compétences, donc c'est-à-dire sans le détail de l'expression écrite, de l'expression orale avec et sans interaction, de la compréhension de l'audition, de la compréhension de la lecture, ou encore même du code, parfois qui intervient aussi dans certaines cotes. Donc ça, c'est vraiment très important, que ce soit pour les évaluations externes, mais aussi pour les autres années, d'avoir un détail, un minima des différentes compétences dans les bulletins. Au niveau des CIPS, là aussi, c'est important d'avoir le résultat global final de chaque CIPS, et ce, depuis la 5e année, dans le cadre du schéma de passation, avec aussi des commentaires pour nous permettre aussi de prendre la meilleure des décisions. Au niveau des évaluations externes, donc là aussi, j'en ai parlé, c'est important d'avoir vraiment des documents très complets par rapport à ces évaluations externes. Donc, on sait que l'administration fournit, je pense notamment pour les C1D, toute une série de détails de compétences à travers la plateforme. Voilà, ça demande parfois peut-être de faire photocopier ou de scanner ces documents, mais c'est vraiment important pour nous, pour prendre vraiment notre décision ou conforter votre décision s'il y a eu un échec, d'avoir vraiment le résultat complet de ces évaluations externes, C1D, et évidemment aussi pour le CESS. Au niveau des AOB, nous avons remarqué qu'elles n'étaient pas toujours rédigées dans le respect de la réglementation. Je donne un exemple précis. Nous avons parfois une AOB sur le secteur
sur le secteur économie. Cette AOB, elle est complètement caduque. Pourquoi? Puisque une AOB doit porter tout d'abord sur l'orientation d'études. Et là, le plus facile peut-être, c'est de se référer automatiquement aux intitulés du DOSREF, du dossier de référence, qui reprend vraiment de manière très, très précise les différentes orientations d'études. Donc, orientation d'études. 2, la forme générale, technique, professionnelle. Et enfin, 3, la section, c'est-à-dire de transition ou de qualification, avec, c'est important aussi, une motivation complète de la raison de cette AOB. Alors, au niveau du manque de traces, nous remarquons parfois que tout le travail d'orientation de l'élève justifiant cette AOB est absent, alors que c'est important pour nous justement de pouvoir bien comprendre tout ce travail qui a été mis ou pas avec l'élève pour pouvoir l'orienter le mieux dans une filière qualifiante, par exemple, et aussi on insiste sur les conventions liées aux aménagements raisonnables qui ont été réalisées pour un élève, ces conventions que vous connaissez très bien, qui ont été rédigées, établies avec signature de l'école, du PMS et de la famille. Donc ça, c'est aussi important. Philippe a mentionné les aménagements raisonnables. Donc on doit vraiment avoir un maximum d'informations pour conforter votre idée ou modifier une décision. Alors, on a aussi parfois des critères qui bloquent le processus de délibération. Par exemple, on voit apparaître à partir de 10 heures d'échec dans une école, c'est automatiquement une AOC, ou un seul cours à moins de 40%, c'est également une AOC. Là, c'est un peu dommage de s'enfermer, j'ai envie de dire, dans des calculs automatiques qui vont finalement enlever tout l'objectif, le vrai objectif d'une délibération d'école. Et donc, comme l'a dit Philippe, il a parlé tout à l'heure de 60%, nous sommes obligés évidemment de tenir compte de la règle en vigueur, et donc la réussite évidemment est à 50%. Au niveau des secondes sessions, le conseil de classe ne se base que sur la réussite des examens de passage et non sur la situation globale après examen de passage. Donc, ce qu'on a envie de vous dire aussi par rapport à ces secondes sessions, c'est ce qui a été réussi en première session doit être considéré également comme définitivement réussi, même s'il reste un cours toujours en échec pour lequel il n'y a pas eu de seconde session. Ça veut dire qu'un conseil de classe de septembre ne peut donc revenir sur ce qui a été levé durant le conseil de classe de délibération en fin d'année. Et à ce sujet, au niveau des secondes sessions, je me permets de vous inviter à aller lire une note qui a été publiée dans l'EBI qui est sortie hier, justement sur ces secondes sessions, avec une position relativement forte du réseau qui dit ici que, tenant compte du contexte des réformes en cours et à venir, la direction de l'enseignement secondaire, donc le CEGEC, estime qu'il ne faut pas recourir aux secondes sessions, sauf vraiment dans des cas exceptionnels et pour l'année de terminale. Donc là, c'est vraiment important de pouvoir se replonger dans cette note pour réfléchir à la place qui est accordée à la seconde session au sein de vos écoles. Alors, on parle également de notion d'orientation d'études et de changement d'orientation d'études entre la 5e et la 6e. C'est-à-dire qu'au niveau du 3e degré général, l'orientation d'études d'un élève est déterminée par les options de base simples de minimum 4 périodes suivies par l'élève. Dans l'enseignement technique de transition, technique de qualification ou dans l'enseignement professionnel, la notion d'orientation d'études est définie par l'intitulé de son option groupée. Donc, une modification de la formation commune, donc notamment s'il y a eu un changement d'école entre réseaux d'enseignement, par exemple, ou dans les activités au choix, laissées au choix de l'élève, ne modifie pas l'orientation d'études d'un élève et ne doit donc jamais faire l'objet d'une demande, par exemple, de dérogation. En ce qui concerne le changement d'orientation d'études entre la 5e et la 6e, en principe, ce n'est pas possible. Au 3e degré, on suit toujours la même orientation d'études dans la même forme d'enseignement et dans la même section, à l'exception dans le général, donc uniquement dans le général de transition, une dérogation qu'on appelle la dérogation 58.6, peut être sollicitée par le chef d'établissement. Donc un élève pourrait remplacer ou ajouter, mais jamais supprimer, une option de base simple
par une autre option de base simple, uniquement si le volume horaire de la 6e est inférieur à celui de la 5e. Donc, à titre d'exemple, si on abandonne les séances 6 au profit des séances 3, on doit ajouter obligatoirement une autre option de base simple à 4 heures qui est disponible dans le patrimoine de l'école afin d'avoir un volume horaire au moins équivalent entre la 5e et la 6e année. Alors, au niveau du passage des 5 TQ à 6P dans le respect des correspondances, Philippe l'a évoqué légèrement, mais ça c'est important, ce n'est malheureusement pas le conseil de classe qui va décider du respect des correspondances, mais bien les services de l'inspection en accord avec les réseaux d'enseignement qui ont établi évidemment dans la circulaire sanction des études, notamment dans la circulaire annuelle que nous recevons, ces différentes correspondances. Donc, si vous les mentionnez, c'est important de mentionner évidemment ces bonnes correspondances dans le respect évidemment de l'élève. Alors, au niveau du CESS et du CQ, il y a aussi souvent des questions qui apparaissent. Hein. Je vous donne un exemple bien concret. Par exemple, est-ce que les cours de travaux pratiques ou ceux d'atelier, est-ce qu'ils entrent en ligne de compte pour l'obtention du CESS en 6e ou en 7e TQ ou en P? La réponse, évidemment, est oui. Ils entrent en ligne de compte pour l'octroi du CESS. Ça veut dire que le CESS est octroyé à l'élève qui a terminé avec fruit les 5e et 6e années ou une 7e année dans l'enseignement professionnel. Donc, ce CESS va sanctionner la réussite de l'année au terme d'une 6e. Donc, finalement, il revient à l'élève à satisfaire à l'ensemble de sa formation, y compris les cours de l'OBG, et non exclusivement au cours de sa formation commune. De plus, hein, le texte qui régit cette donnée, hein, donc c'est toujours l'arrêté royal de 84, mentionne quelque chose de très précis. Il précise que le conseil de classe peut fonder ses appréciations sur un élève au départ de toutes les informations qu'il est possible de recueillir sur un jeune, notamment les résultats de l'épreuve de qualification. Donc, on voit que CESS et CQ, évidemment, sont intimement liés. Alors, d'autres points, quelques constats encore et points d'attention. Tout d'abord, on tient vraiment à vous remercier pour la constitution de tous les dossiers, surtout ceux qui ont dû être renvoyés parce que l'administration, malheureusement, les avait égarés et donc elle a dû vous les redemander pour les réinjecter sur la plateforme avec laquelle nous avons travaillé. Il y a malheureusement toujours des dossiers incomplets, ce qui bloque le travail des membres du conseil de recours. Philippe a expliqué que chaque membre du conseil s'attribue un dossier, travaille sur ce dossier, puis vient le présenter à l'aide d'une fiche. C'est clair que s'il nous manque des informations, c'est difficile d'avancer et d'être finalement productif, puisque plus on avance vite, plus les réponses à ces recours viennent le plus rapidement possible dans les écoles, dans l'intérêt évidemment de l'élève. Alors parfois, nous voyons des manques de motivation dans les décisions des conseils de classe, donc des éléments qui fondent la décision et les commentaires des professeurs, que ce soit fin juin pour le recours interne ou également le recours externe. Donc c'est vraiment très important de pouvoir motiver et de ne pas exclusivement citer élèves, échec dans 3 cours, français, maths, langue. On a vraiment besoin d'avoir une motivation la plus complète possible. La globalisation des sciences, évidemment, ça c'est hyper important. Elles doivent être globalisées pour les sciences 6 et pas apparaître avec 3 codes différents. Donc ça, on l'a déjà cité. Des bulletins qui sont difficilement compréhensibles, voire illisibles. On a vu de tout, donc on ne va pas rentrer ici dans le détail, mais parfois même ça nous fait même sourire, puisqu'on a des bulletins qui sont très difficilement compréhensibles. Alors déjà pour nous, on est des professionnels de l'enseignement tout comme vous, mais on nous imagine des parents ou des élèves qui reçoivent parfois certains bulletins. Ça peut paraître compliqué à comprendre parfois certaines décisions qui sont prises sur base des chiffres qui sont mentionnés à travers des colonnes. On voit apparaître parfois des flèches avec des couleurs, on voit apparaître parfois des smileys, on voit apparaître toute une série de choses qui finalement enlèvent l'objectivité de certaines décisions. Des délais trop courts pour le RI. Donc là, on rappelle vraiment que les parents ou l'élève majeur disposent d'un délai de 2 jours ouvrables complets, c'est-à-dire 48 heures, après la communication de la décision du conseil de classe, laquelle doit se dérouler au moins sur les 2 derniers jours d'ouverture d'école précédant les vacances scolaires d'été.
Alors, c'est important peut-être de rappeler qu'est-ce qu'on entend par la communication de la décision du conseil de classe. En fait, nous faisons une nette différence entre une communication rapide, c'est vrai, qui peut être faite par mail, par voie d'affichage ou encore par téléphone à un élève ou à ses parents, et qui n'est jamais finalement une notification officielle. Donc, dans l'esprit du décret, les parents doivent pouvoir introduire une conciliation interne en toute connaissance de cause, avec finalement tous les éléments importants d'un dossier. À minima, nous pensons évidemment à la remise du bulletin avec les résultats de l'élève et la motivation du conseil de classe. Alors là aussi, parfois, les périodes d'ouverture d'école pour déposer une conciliation interne peuvent ne pas correspondre aux heures officielles d'ouverture habituelles d'une école, telle qu'elle peut être fixée par le règlement de travail, mais elles doivent laisser quand même, nous pensons, une certaine latitude et permettre, je dirais, à des parents d'introduire une conciliation interne en temps et en heure dans le respect des 2 jours ouvrables qui ont été cités, donc dans le respect des 48 heures. Alors, certaines directions ne nous fournissent pas leur numéro de GSM où nous pouvons les contacter, donc ça c'est vraiment très important. Sinon, on doit passer par des secrétariats et c'est parfois difficile d'avoir une direction en ligne, donc ça ne fait que reporter les travaux du conseil de recours. Donc là, vraiment, et sachez qu'en toute confidentialité, ces numéros de GSM, nous les gardons pour nous, ils ne seront jamais diffusés. Les dossiers qui arrivent tardivement, les résultats de seconde session qui ne sont pas toujours présentés clairement non plus. Donc là, ça crée parfois de la confusion dans les décisions que nous avons à prendre. On l'a cité, les feuilles originales des évaluations externes, notamment du C1D, celles des évaluations externes pour le CESS, qui doivent quand même, dans une note globale, être différentes par rapport, donc pour le français et l'histoire, on a vraiment besoin d'avoir dans la note finale la distinction entre ce qui a été évalué pour les compétences spécifiques en français et en histoire. Alors, si ajournement pour le CQ, il devrait aussi y avoir un ajournement pour le CE6P et également pour le CESS. Alors, il ne faut pas non plus demander un recommandé pour le dépôt d'un RI. Le recommandé se fait uniquement pour le dépôt d'un recours externe. Alors, comment éviter un recours externe? Ici, nous formulons quelques propositions. C'est important d'avoir une communication avec les parents, une communication, je dirais, la plus large, la plus fluide possible avant le mois de juin. Alors, on a une question qui est arrivée, et je me permets de y répondre peut-être pour vous éclairer. On envoie bien souvent des lettres aux familles dans le courant du mois de mai. Certaines écoles le font avec bienveillance pour dire, ben voilà, faites attention, votre enfant est en situation d'échec. Il est temps de redresser la barre, de bien préparer les examens. Donc, si une lettre d'échec en fin d'année n'est pas envoyée, est-ce que c'est un vice de procédure? La réponse, évidemment, est non. Une lettre d'échec pour des élèves menacés fait partie, entre autres, d'un ensemble de communication entre l'école, l'élève et ses parents, à côté des bulletins intermédiaires, des remarques qui sont faites dans les différentes disciplines et les commentaires du conseil de classe ou encore les pistes qui sont envisagées pour soutenir la réussite d'un élève. Mais c'est important, nous estimons qu'il faut vraiment essayer d'avoir une communication la plus large possible pour qu'un élève et sa famille ne soient pas pris au dépourvu à un moment donné avec cette décision finale d'échec. La clarté et la lisibilité du bulletin, des commentaires dans toutes les matières, surtout en cas d'échec, l'importance de la motivation de l'AOB ou de l'AOC, l'accès pour les parents aux copies d'examen. Et là aussi, parfois, nous voyons des blocages en fait, à des écoles qui se refusent de distribuer ou de donner des copies d'examen, alors que c'est un droit pour les familles d'obtenir copie d'une épreuve pour préparer au mieux, par exemple, une seconde session. Le respect de la législation concernant le RI et l'importance essentielle de la motivation du refus du recours interne, et notamment par rapport à l'absence d'éléments nouveaux. On voit parfois que des écoles rejettent une conciliation interne parce qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux. Donc finalement, le caractère fondé d'une conciliation interne ne dépend pas nécessairement de l'apport par le requérant d'un élément neuf ou négligé ou d'une erreur matérielle. Donc c'est vraiment important, nous pensons qu'en cas de doute, même léger, ou de problèmes manifestes de communication, on aura donc intérêt vraiment à recourir à convoquer un nouveau conseil de classe en explicitant les motivations premières pour faire
apparaître une nouvelle communication en vue d'une meilleure compréhension de la décision maintenue dans l'intérêt évidemment de l'élève. Et puis, la réponse circonstanciée aux arguments des parents lors d'un recours interne. Alors, maintenant, je vais vous présenter quelques chiffres de la dernière session et je vais les comparer par rapport à la session précédente de 2021. Donc, on remarque que cette année, nous avons eu 1083 dossiers contre 1143 l'année scolaire précédente. On constate un pourcentage de réforme relativement plus élevé, à 29,6%, contre 24,5% en 2020 et 2021. En fait, on a remonté il y a une quinzaine d'années, c'est-à-dire à l'année scolaire 2007-2008, c'est quand même assez loin, pour voir un pourcentage de réforme aussi élevé. Alors, il n'y a pas vraiment d'explication à cela. On n'arrive jamais à dire, tiens, c'est à cause de ça, à cause de ça. Est-ce qu'il y a eu des effets Covid à un moment donné? C'est difficile à expliquer ici, mais toujours est-il voilà, que le nombre de dossiers ne fait qu'augmenter depuis un certain nombre d'années. On remarque maintenant depuis 3 ans, il reste constant aux alentours de 1100 dossiers, mais que ces réformes, regardez, ont tendance à augmenter d'année en année. Vous avez ici le même graphique, mais disposé différemment, où vous voyez vraiment cette évolution depuis 2000. Je prends les 3 dernières années, les 3 derniers bâtonnets, par exemple, 2019, 2020, 2021, où on voit le nombre de réformes qui augmente jusqu'à atteindre 29,6%. Alors, la proportion des dossiers et des réformes par rapport à la population scolaire, c'est intéressant peut-être ici de remarquer. Je vous propose peut-être de prendre le 3e camembert, le 3e diagramme, et de remarquer qu'au niveau des populations scolaires, 20% d'élèves sont scolarisés au premier degré. Nous avons, je vous réinvite à retourner vers le premier camembert, 11% de dossiers introduits pour le premier degré, mais nous n'avons que 3% de réformes pour ce premier degré. Donc, le nombre de dossiers introduits à la fin de la 2e année commune reste vraiment bas d'année en année. Et il semble vraiment se confirmer de plus en plus que les épreuves d'évaluation externe au CE1D permettent vraiment d'harmoniser, d'objectiver davantage des décisions prises lors des conseils de classe de délibération au sein des différentes écoles. Donc ça, c'est quand même une tendance que nous pouvons observer et qui se manifeste ici de plus en plus. Au niveau des, je reviens dans mon 3e camembert, au niveau des 2e degrés, donc 27% des élèves sont scolarisés au 2e degré. Et là, vous remarquez que nous avons 25%, je reviens au camembert 1, 25% des dossiers introduits. Et regardez le nombre de réformes au 2e degré, c'est là où elles sont le plus importantes. Nous avons 39% de réformes pour les élèves du 2e degré. D2 TQ, 13%. Là, 9% de dossiers, ça reste minime, avec 13% de réformes. Au niveau du D3 GTTT, donc on scolarise 21% des élèves. Là aussi, on voit encore qu'il y a pas mal de dossiers qui sont introduits pour le 3e degré, donc 28% des dossiers. Et là aussi, un nombre relativement important de réformes avec 19%. Et puis, on termine par le 3e degré TQ et P, avec 24% de dossiers introduits et aussi un nombre relativement important de réformes avec 26%. Les C3D et les 4e degrés, évidemment, restent très, très minimes, avec très peu de dossiers. Et pour le 4e degré, notamment, c'est le 4e degré, soins infirmiers, nous n'avons quasi jamais de réformes. Alors ici, peut-être, analysons, j'ai envie de dire dossier par dossier, réforme par réforme. On remarque par exemple qu'il y a eu davantage de CESS octroyés. Donc je suis dans la 3e colonne du tableau. 53 pour l'ensemble de la session en 2022 contre 29 seulement en 2021. Par exemple, rien qu'en seconde session, il y a eu 25 CESS qui ont été accordés pour permettre aux élèves d'accéder, et là j'insiste sur la phrase, à au moins un des enseignements supérieurs de plein exercice. Parce que c'est ce que nous devons faire. Tous les élèves ne sont pas nécessairement capables d'aller tous à l'université, mais au moins d'accéder à une forme de l'enseignement supérieur de plein exercice. Donc en analysant le dossier sur base de ce que l'élève
sa famille nous explique, nous estimons que certains CESS parfois peuvent être octroyés. Nous voyons toujours un nombre équivalent de réformes d'AOC vers AOB, hein, donc il y en a 105. On attire l'attention sur le fait que ça ne signifie pas pour autant une banalisation de l'enseignement qualifiant, d'aller modifier des AOC vers des AOB. La question de l'orientation, selon nous, elle est vraiment liée à celle de la construction d'un parcours de réussite pour chaque jeune en fonction de ses aspirations, de ses motivations. Cette décision nécessite vraiment du temps, certainement, mais pas seulement. Et on a envie, j'ai envie de dire, si le conseil de recours donne une AOB à un élève plutôt que de le maintenir une AOC, c'est vraiment de donner la possibilité à l'élève et à ses parents l'opportunité de réfléchir, ne fût-ce que quelques minutes, à une orientation que ce conseil estime possible en regard de l'âge de l'élève, de ses capacités dans certaines disciplines ou encore de son projet éventuel pour poursuivre au mieux sa scolarité. Alors, relativisons, nous avons 1083 recours pour 1181 562 élèves, ça veut dire 0,6%. Un certain nombre de recours infondés, seuls 902 dossiers ont été recevables sur les 267 réformes, mais combien d'élèves n'ont pas introduit de recours externes alors qu'ils étaient sans doute en droit de le faire et auraient pu également obtenir une réforme. Alors, en août 2023, la transmission des compléments écoles par voie numérique est irréversible. Donc, certainement, il n'y aura plus rien envoyé par la poste, tout va se faire de manière numérisée. On laissera toujours la possibilité aux familles d'envoyer des recours par voie postale, puisque certaines familles, évidemment, subissent encore aujourd'hui la fracture numérique. Mais en ce qui concerne le travail des écoles et le travail du conseil de recours, il est clair qu'on va travailler constamment par voie numérique. Donc, deux hypothèses à l'heure actuelle, et on attend une circulaire qui devrait arriver dans les semaines à venir. Envoi des dossiers par mail à l'administration, c'est-à-dire comme l'année dernière, ou alors par la plateforme CAMA, qui se trouve sur l'application métier, qui sera opérationnelle et vous pourrez y déposer tous vos dossiers, c'est-à-dire des RGE, des bulletins, des rapports de compétences et les fiches écoles qui nous permettent de travailler sur un élève. Donc, l'informatisation complète du processus, depuis le dépôt du recours externe par les parents jusqu'à la notification de la décision du conseil de recours aux parents et à l'école, est prévue pour août 2023. Évidemment, on l'a cité, sous réserve de confirmation via une circulaire qui viendra sans doute préciser les contours. Donc, on a bien demandé que cette circulaire elle arrive le plus rapidement possible dans les écoles pour que vous puissiez évidemment vous y préparer le plus tôt possible. Alors, c'est important aussi, Philippe l'a cité, d'envoyer une fiche pour les élèves qui n'ont pas introduit un recours interne. Et comme on le répète, c'est important de fournir votre GSM et une adresse mail directe de la direction pour que nous puissions vous contacter entre le 16 et le 31 août pour que les décisions arrivent le plus rapidement possible dans les écoles, dans l'intérêt des élèves. Alors, quelques documents utiles qu'on vous permet ici de rappeler. La note conceptuelle sur l'évaluation de l'apprentissage au service des apprentissages, la note relative au bulletin, celle sur le schéma de passation des épreuves de qualification, pour une délibération réussie qui a été annexée, si ma mémoire est bonne, au BI qui est sorti hier, la procédure de conciliation interne et de recours externe qui arrivera dans quelques semaines, et également pour réussir les conseils de classe. Et j'ai envie d'ajouter, elle n'y apparaît pas, mais la note de hier qui est parue également dans le BI sur les secondes sessions. Vous trouvez évidemment toutes ces informations sur l'extranet, mais si vous ne les trouvez pas, n'hésitez pas à contacter Philippe Van Gael ou moi-même et on vous fera un plaisir de vous les transmettre. Voilà.